syndicale, de mandater des salariés pour négocier au nom des syndicats. Ce qui veut dire on court-circuite le rôle des syndicats dans la négociation collective. Alors j'ai dit dans une interview que, comme cette loi, elle s'appelle loi sur le dialogue social, la loi sur le dialogue social portait mal son nom. Ministre du Travail, qui est un type sympa, bon, il bosse pas assez ses dossiers, mais ça c'est autre chose, mais c'est un type sympa, il me dit, je ne suis pas rancunier. Parce que je l'avais cartonné, j'ai répondu, moi non plus. On peut avoir une bonne relation avec quelqu'un et être en désaccord, c'est autre chose. Bon, mais ça, c'est la loi Rebsamen. Et il faut bien se rendre compte que dans le même temps où en ce moment on débat d'une loi sur le dialogue social, il y a le Premier ministre, Manuel Valls, qui envoie lui une lettre sans prévenir personne. Il envoie une lettre à l'ancien directeur général du travail, M. Combrexel, c'est pas les hommes qui sont en cause, hein, et lui dit, je vous demande de constituer une mission de réflexion. Vous me rendrez vos conclusions au mois de septembre sur comment doit évoluer la négociation collective en France. Hein, il y a une loi sur le dialogue social, elle n'est même pas encore votée, qu'on remet le chantier sur la négociation collective. Et quand on lit la lettre de mission, il y a de quoi être inquiet. Hein. Comment favoriser les accords d'entreprise au détriment des accords de branche? Comment articuler différemment les relations entre la loi et le contrat? Ça veut dire une logique libérale. Et quand on voit la composition de la commission qui a été faite par Matignon, qu'on regarde qui la compose dans les experts, comme par hasard, mes camarades, il y a beaucoup d'experts qui sont partisans de la négociation d'entreprise, de la remise en cause des conventions collectives de branche, etc. Donc on est déjà monté au créneau et on va monter au créneau. À tel point que nous, on a constitué notre propre comité d'experts, à FO. On a fait appel, nous, à des juristes, professeurs d'université, etc. Je ne dis pas qu'ils sont FO, mais qui au moins sont des républicains et partagent notre conception de la République sociale. Hein, et cet été, ils ont accepté de faire des publications en leur nom propre et on publiera tout ça pour contrer un peu ce que veut le gouvernement en matière de dialogue social. La loi Macron, comme disait un camarade, dans le Macron, tout n'est pas bon. Mais je ne vais pas reprendre tous les éléments, il y a des trucs qui ne nous intéressent pas, on n'est pas concernés. Là, il y a des trucs comme ce matin, ils ont décidé... il est là, Maury? Il est parti, Maury, déjà? Bon, ils ont décidé, par exemple, de nouvelles appellations sur les couteaux, l'aïeul, etc. Bon, ça va dans le bon sens, mais ça, ok, le Made in France comme ça, on est d'accord, bien entendu. Mais quand on dit il faut élargir le travail du dimanche, parce que ça va créer de l'emploi, ils sont incapables de nous sortir une étude prouvant que ça va créer de l'emploi. Incapables. Qu'est-ce qu'on va faire demain dans le département où depuis longtemps vous avez des accords qui limitent du travail du dimanche? Quand on discute avec le gouvernement, on va dire, vous savez que demain il y aura des zones touristiques internationales qui pourront être ouvertes 52 dimanches par an, dans toute l'année. Mais on dit, mais attendez, c'est quoi une zone touristique internationale? Réponse. Ah ben c'est une zone où la majorité du chiffre d'affaires il est réalisé par des clients étrangers. Ah, on fait comment? On va mettre des douaniers ou des policiers à l'entrée des magasins, on va demander les passeports? Comment on fait? Ah ben on n'a pas de réponse. Mais ça veut dire que dans ces zones-là, pas simplement les commerces, si vous ouvrez le commerce, il va falloir ouvrir les services de sécurité et de gardiennage, il va falloir ouvrir les services de nettoyage, etc., etc. Donc ça veut dire banalisation de l'ouverture. Pareil sur les zones commerciales. C'est quoi une zone commerciale? Comment vous la délimitez? Ah ben là, c'est là où il y a une affluence exceptionnelle. C'est quoi une affluence exceptionnelle? Bon, on n'a pas de réponse. Et là où on travaille le dimanche, est-ce qu'on sera payé double? Ben non, c'est pas dans la loi non plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers une banalisation du travail du dimanche. C'est quand même, au-delà du social, le seul jour, il y a des endroits où c'est indispensable, ça on ne le remet pas en cause, mais c'est le seul jour où on peut se retrouver avec les copains, la famille, enfin chacun vit sa vie comme il veut, parce que c'est le seul jour où on ne travaille pas. Si demain, le dimanche, il est banalisé, bah, vous me direz, si tous les magasins, si tout le monde travaille le dimanche, en tous les cas, il n'y aura plus personne dans les magasins, hein, c'est une évidence à un moment donné. Mais en tous les cas, moi je le dis, je le redis, et je vous le dis également, et je le dis régulièrement, mes camarades, n'allez pas par exemple acheter des meubles un dimanche. Hein. Vous pouvez trouver un autre jour. Pensez aux travailleurs qui sont contraints de travailler le dimanche dans ces magasins. Là, on est tous un peu schizophrènes, hein, évident. Mais moi, je fais toujours remarquer que si on peut faire ses courses le dimanche, c'est que soi-même on travaille pas le dimanche. Hein. Sinon, on ne pourrait pas faire les magasins.
Donc c'est parce qu'on n'a pas envie de travailler dimanche. Dites-vous bien que dans beaucoup de secteurs, y compris dans le commerce, ceux qui sont amenés à travailler le dimanche, ils n'en ont pas fait le choix. C'est une obligation pour pouvoir croûter. Hein. Donc voilà. Aussi, c'est une question là aussi de solidarité. S'il n'y a plus personne dans les magasins le dimanche, eh ben, ils fermeront le bateau des dimanches, hein, c'est évident. Donc c'est aussi une question de solidarité entre nous. Donc voilà, tout, on est confronté à tout ça. Alors vous me direz, dis donc, tout ce que tu nous dis, c'est pas réjouissant. Bah oui, c'est vrai. Pas beaucoup de bonnes nouvelles dans tout ça, hein. Évident. Alors il peut y avoir des bonnes nouvelles ici ou là, hein, dans tel secteur, dans tel... Bon, dans l'aéronautique, ça marche pas trop mal pour le moment, et pourvu que ça dure, comme dit l'autre, il y a 10 ans de carnet de commande, etc. Mais c'est pas partout, ce genre de situation. Alors, mais en même temps, moi je dis toujours, c'est pas la peine de chausser des lunettes roses pour faire semblant que tout va bien quand ça va pas bien. Donc il faut qu'on soit, en tant que militant, conscient de la situation. Qu'on l'analyse comme on doit l'analyser librement, et après on prend nos décisions. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos instances. Hein. Il y a eu le congrès confédéral il n'y a pas longtemps, ce que vous avez fait également dans votre congrès. Oui, la situation est difficile. Elle est difficile en France, elle est encore plus dure en Espagne, en Portugal ou en Grèce, mais elle est difficile aussi en Allemagne. Hein. Faut pas... Modèle allemand, c'est pas ce que disent nos camarades. Hein. Vous savez, quand vous avez 7,5 millions de travailleurs allemands qui sont dans ce qu'on appelle des mini-jobs à 400 € par mois, ils sont pas contents. Hein. Pour que les syndicats allemands acceptent la mise en place d'un SMIC, c'était pas aussi évident que ça, hein, eux qui le négociaient avant. C'est qu'il y a beaucoup de travailleurs en Allemagne qui ne sont plus couverts aujourd'hui par aucune convention collective. Ah, donc c'est dans tous les pays. Bah oui, on est dans une période, je ne sais pas si elle est historique, ça, c'est demain que ce sera dit, mais une période de crise qui est, en tous les cas, exceptionnelle. Au sens, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé, c'est une crise de caractère international. Oui, c'est une crise du capitalisme financier en tous les cas. Et qu'on n'en est pas encore sorti. On en sortira à un moment donné. Quand, comment, j'en sais rien, mais on en sortira. Alors, on sait très bien, mes camarades, hein, quand il y a un problème dans une entreprise, quelle qu'elle soit, quand il y a un problème, vous avez eu Tisséo par exemple, là voilà, Toulouse récemment. Quand il y a un problème dans un secteur, en ce moment, nos camarades de l'éducation nationale, par exemple, se bagarrent contre l'autoritarisme gouvernemental sur la réforme du collège. Ils ont raison, hein. Non seulement le gouvernement fait une grosse connerie, à côté de la plaque, mais en plus, le jour où plusieurs syndicats qui représentent 80% du personnel de l'éducation nationale appellent à la grève, la veille, il envoie le projet de décret, il n'attend même pas le résultat de la grève, il envoie déjà le projet de décret au journal officiel. Donc on soutient nos camarades de l'éducation nationale dans cette affaire, ils appellent à la grève le 11 juin et on les soutient. Ou prenez en ce moment le conflit aux hôpitaux publics à Paris. Et les camarades ont raison aussi de se battre contre la remise en cause de leurs jours de RTT, pour des raisons là aussi qui sont des raisons budgétaires. Ce que je veux dire, c'est quand il y a un problème dans un secteur bien déterminé, ou dans un établissement ou une entreprise privée, oui, les salariés se mobilisent. Quand il s'agit de faire des mobilisations qu'on appelle, nous, interprofessionnelles, donc reliant public-privé, on sait que c'est plus compliqué. Le 9 avril, c'est ce qu'on a fait, on l'a décidé au Congrès confédéral. Et moi, je considère que le 9 avril, ça a été une réussite. À Paris comme à Toulouse. Et d'autres grèves ont été différents d'un secteur à un autre, ou des arrêts de travail. Mais dans un contexte comme nous le vivons actuellement, de mobiliser les salariés de manière interprofessionnelle, on sait que c'est dur. En France comme ailleurs. Pourquoi ? Les gens se disent, si on est en France, dis donc, en 2010 on s'est mobilisé sur les retraites, là, on a fait plein de manifs et finalement on n'a pas gagné. Donc si on veut gagner, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un truc dur. Mais un truc dur, c'est pas aussi évident que ça. Une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Et le pouvoir d'achat, il en prend un coup. Et on n'est pas sûr qu'on va gagner, donc il y a des hésitations. Tout ça, humainement, ça se comprend. Mais si nous avons pris cette responsabilité au Congrès confédéral, que nous avons fait le 9 avril, c'est aussi, mes camarades, une responsabilité d'une organisation qui est une confédération. Ça veut dire qu'au-delà du problème important du salaire, etc., on a aussi un rôle plus large. Quand je dis régulièrement, attention, l'austérité c'est suicidaire socialement, parce que ça remet en cause des droits.
C'est suicidaire économiquement, parce qu'on voit bien ce que ça donne en Europe, hein, croissance quasi zéro, alors qu'ailleurs elle est plus forte. Et que ça finira par être suicidaire démocratiquement, et ça fait au moins 3 ans qu'on explique ça, c'est pas un hasard. Regardez les élections européennes qui ont eu lieu là, il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'on constate dans les résultats? Dans quasiment tous les pays de l'Europe, vous avez une montée, alors moi j'appelle ça les mouvements de rejet de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai chez nous. C'est vrai au Royaume-Uni, quand je discute avec la secrétaire générale des TUC française, on en discute. C'est vrai en Belgique, c'est vrai au Danemark, c'est vrai partout, mes camarades. Sauf dans 2 pays, l'Espagne et le Portugal. C'est pas que les Espagnols et les Portugais sont contents, c'est qu'eux, ils se souviennent qu'il y a 40 ans, c'était les dictatures. Que Franco, ça fait 40 ans. Salazar, ça fait 40 ans. Donc, dans la tête des Espagnols et des Portugais, ils se souviennent de ça. Hein, mais il faut bien comprendre que tous ces mouvements-là, ça ne sert à rien de dire on va faire un communiqué pour dénoncer, on va faire un meeting pour dénoncer, tout ça c'est du vent, c'est de la communication. Si l'on veut effectivement combattre ces mouvements pour ce qu'ils recèlent d'antidémocratique, c'est contre l'austérité qu'il faut se battre. Si le chômage diminue, si le pouvoir d'achat augmente, si les gens sont mieux dans leur peau, si le service public fonctionne, vous verrez, tous ces mouvements-là en France comme ailleurs, ils diminueront. Donc il ne faut pas se tromper de combat d'une manière ou d'une autre. Donc quand je dis que l'austérité, attention, elle peut avoir des conséquences démocratiques à un moment donné. Entre nous, quand je dis ça, c'est pas que je suis plus malin qu'un autre. Hein. Pas la peine d'être historien pour savoir ça. Vous pensez pas qu'à l'Élysée ou à Matignon, ils savent la même chose? Bien sûr qu'ils savent. Alors la seule question qu'il faut se poser, pourquoi s'ils savent, ils continuent la même politique économique? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils sont sur un avenir personnel, pour être élus il faut ceci, cela, je ne rentre pas dans les détails, parce que s'ils sont aussi conscients que nous, et ils le sont, j'en suis sûr, eh ben on change d'orientation économique. Et on a le courage d'afficher des solutions qui ne correspondent pas aux canaux des marchés financiers. On a le courage de se battre aussi au niveau européen. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Donc tout ça, on est conscient. Mais en même temps, il fallait bien que... Et il fallait le faire le 9 avril. Et moi, je considère que c'est une réussite dans le contexte actuel. Maintenant, on n'est pas des oiseaux. Hein. On ne va pas appeler comme ça pour se faire plaisir à des manifs ou des grèves, etc. C'est pas... On est réformistes militants, réformistes exigeants. C'est notre organisation. Quand on est d'accord, on signe. Quand on est d'accord, on ne signe pas. Et on dit des choses. Et moi, je dis souvent, même si c'est pas facile, même si parfois c'est pas compris, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est pas toujours simple de dire clairement à votre patron, à un ministre, à un premier ministre, de lui dire clairement les choses, mais ce qu'on lui dit en face, on peut pouvoir le dire à la sortie. Ça fait partie de notre crédibilité. Ça fait partie de notre liberté et de notre indépendance. Hein, donc on continuera. On va continuer à dire ce qu'on a à dire. Quand on est d'accord avec d'autres, eh ben on fera une action commune. Quand on n'est pas d'accord, on garde notre liberté. Et votre liberté, c'est aussi la vôtre individuellement. Hein. Que ce soit, vous pouvez avoir les options, enfin les idées politiques que vous voulez, on s'en fout, c'est pas notre problème. Vous pouvez avoir les idées religieuses que vous voulez ou pas, on s'en fout, c'est pas notre problème. La seule règle, c'est quand on est dans le syndicat, on est là pour défendre les intérêts particuliers et moraux des salariés et rien d'autre. Donc toutes ces idées-là, on les a. On n'est pas schizophrène, mais on les laisse à la porte. Parce qu'on est là pour défendre le rôle du syndicat. On n'est pas là pour gérer les entreprises, on n'est pas là pour gérer l'État, on est là pour représenter et défendre les salariés, quel que soit l'employeur, quel que soit le pouvoir politique que l'on ait en face de nous. C'est ça la liberté et l'indépendance. Et regardez bien, il n'y a pas plusieurs organisations qui pratiquent ça en France, il n'y en a qu'une, c'est nous. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein. CGT, il n'y a pas de journalistes dans la salle. Vous me confirmez? Tu confirmes? Bon. Alors, CGT, c'est le bordel à la CGT. C'est leur problème, hein, c'est pas le nôtre. Hein. Moi, je m'en fous des histoires d'appartements, machin, etc. J'ai pas voulu faire de commentaires là-dessus. Le problème de la CGT, c'est que, depuis que le PC s'est effondré, la courroie de transmission, elle ne fonctionne plus. Par contre, dans leur tête, ils n'ont pas coupé le lien entre syndicalistes et politiques. Qui se démerdent, c'est pas notre problème. Hein, et leur résultat, écoute, si ça faiblit, c'est à nous de nous développer. Et la CFDT, c'est plus un syndicat. Il fonctionne comme une entreprise privée.
avec des sondages, des appels à des boîtes de com, etc. Enfin, 1er mai, ils ont fait un truc en anglais, Working Time Festival. C'est eux qui l'ont appelé comme ça. Ils ont réuni des jeunes à Paris, etc. Hein, bon, quand vous alliez sur le site de la CFDT confédérale pour regarder ce qu'ils allaient faire, moi j'y suis allé, hein. Je suis allé 2 ou 3 fois. Premier coup, ça démarre par une pub de Lidl. Le lendemain, c'est une pub du Crédit Agricole. Ben voilà, comme quand vous allez sur Internet et aux pubs auxquelles vous ne pouvez pas échapper. C'est plus un syndicat, ça. Ça fonctionne comme une entreprise privée. Il y a un journaliste qui me dit 1er mai, qu'est-ce que vous en pensez? Au 1er mai, à la CFDT, ils ont décidé de faire un stand de yoga. Ben, je dis, ça fera du bien au secrétaire général, ça le décontractera. Vous voulez que je vous dise? Bon. Donc, regardez bien, je dis ça en entre nous, je ne dirai pas ça publiquement, qu'on se comprenne bien. Hein, et gardez ça pour vous, ça sert à rien de... Bah, c'est pour se faire plaisir, mais on est vraiment les seuls à tenir à tous les niveaux notre langage de liberté et d'indépendance. Et ça, il faut qu'on le tienne. Ça veut dire qu'on est aussi, et c'est caractéristique des périodes de crise. Dans une période de crise, le syndicat, bah, une partie de son activité, c'est de la résistance. Et oui, on est en résistance. On résiste pour pas qu'on nous remette en cause tel ou tel truc. Et des fois on obtient, et puis des fois on n'obtient pas. Mais il faut maintenir ça. On est un rempart d'une certaine manière. Sinon on n'est pas là, personne d'autre le fera d'une manière ou d'une autre. Et dernier point que je voulais aborder. Si l'on veut, alors demain, moi je ne sais pas, on est souple, on décidera dans les instants de relation s'il faut faire quelque chose, il n'y a rien de programmé pour le moment. On va pas aller au mois de septembre, si la CGT allait sur les 32 heures, je ne pense pas que ce soit une revendication de l'EFO en ce moment. Donc chacun sait, ils préparent leur congrès, c'est leur problème. Hein, mais dernière chose, si l'on veut effectivement peser encore plus demain, ça passe par quoi, mes camarades? Ben, ça passe par le développement de l'organisation. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je suis content que dans votre résolution, vous ayez fait une annexe motion pour la syndicalisation. Dans le public, grosso modo, alors plus ou moins, mais on est à peu présent partout. Avec des résultats, rappelez-vous, fonction publique d'État, on est les premiers, par exemple, au niveau national. Et on a grimpé dans les autres fonctions publiques également. Dans le secteur privé, il faut savoir que quand il y a 100 élections dans le privé, 100 élections où il y a au moins un syndicat de présent dans l'élection. CGT et CFDT sont présentes dans 45% des 100. Nous, on est présents aujourd'hui dans 31%. Ça veut dire qu'ils sont présents dans 45 entreprises sur 100, quand nous, on est présents dans 31 entreprises sur 100. Si vous faites un petit calcul à la con, avec les résultats que l'on fait dans les 31, et que vous prolongez sur 45%, ben on serait peut-être les premiers, mes camarades. Ça veut dire, parce que là, on est présent, ben, on a des résultats plus ou moins bons, mais on a des résultats. Donc ça veut dire que l'objectif, si l'on veut peser plus demain, encore plus qu'on ne pèse aujourd'hui, ça passe par à la fois nos implantations, notre développement, notre syndicalisation. Alors il y a un gros travail qui est fait, la Confédération est en train de travailler là-dessus, avec des nouveaux stages, etc. Il y a pas mal de structures qui s'y sont mises, que ce soit des fédérations ou des unions départementales. Je citais tout à l'heure en démarrant le triplement dans le département des implantations dans la métallurgie, au-delà de nos camarades de Airbus. Bon. Ben ça fait partie du développement. Et le jour où on sera au même niveau, je ne dis pas que ça se fait en 6 mois, hein, qu'on se comprenne bien, mais le jour où on sera au même niveau, ben moi je vous file mon billet qu'on sera les premiers. Et ce jour-là, mes camarades, on n'aura plus rien demandé aux autres, c'est nous qui déciderons. Vive les syndicats FO de la Haute-Garonne et vive la Confédération Force ouvrière. Bien, mes camarades, nous voilà arrivés au terme de notre congrès. Je voudrais, avant de clôturer, remercier en votre nom à toutes et à tous notre secrétaire général de la Confédération, Jean-Claude, pour le temps qu'il a bien voulu passer avec nous tout aujourd'hui, depuis hier soir. On sait que son agenda est quand même chargé, mais merci Jean-Claude, parce que, effectivement, quand on t'entend, ça donne du baume au cœur. Et je suis sûr que l'ensemble des militants
qui ont participé à ce congrès pendant ces 2 jours vont rentrer dans leur entreprise pleine d'envie, de fougue pour développer l'organisation syndicale. Alors merci encore pour ta disponibilité et je suis sûr effectivement, comme tu l'as dit, que l'organisation syndicale va se développer. Je voudrais juste aussi, avant de terminer, juste un petit message pratique. Vous avez vu qu'il y a eu une grosse mise en place faite par des camarades. Avant de partir, ça serait bien si l'ensemble des camarades pouvaient prendre simplement leurs chaises pour les mettre contre le mur. Les tables restent sur place parce qu'il y a une autre manifestation de la mairie demain. En revanche, ils nous ont demandé de ranger toutes les chaises de façon à pouvoir nettoyer la salle, passer avec la machine. Alors, il y a les chaises à ranger et simplement mettre en boule effectivement l'ensemble des nappes qui sont sur les tables. Voilà mes camarades et merci encore pour votre présence.